Bonjour à vous. Je vais vous partager des informations sur la Suède et peut-être d'autres pays de l'Europe à la fin de ma vidéo. Puis aussi quelques informations techniques, mais je saute tout de suite dans des nouvelles qui ont attiré mon attention cette semaine. Et comme je le dis souvent, ma seule intention, c'est de vous partager mes réflexions en espérant vous aider, si possible, et vous accompagner dans cette période bien particulière qu'on vit. Alors, je commence tout de suite avec Rebel News, que vous connaissez peut-être. C'est un média d'information alternatif, indépendant, qui a la particularité d'aller sur le terrain et d'aborder des sujets qui sont parfois assez controversés. Alors, dans une entrevue récente, il y a un homme qui témoigne de son expérience comme proche qui veut accompagner sa femme à l'hôpital et qu'on empêche de le faire parce qu'il n'est pas vacciné. Ça se passe à Ottawa et cette femme, elle a un anévrisme au cerveau et son état psychologique se détériore et elle insiste pour voir son mari et dans cet hôpital, on l'empêche à la fois d'aller la voir et que sa fille aussi de 11 ans aille la voir. C'est très triste qu'on en soit rendu là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un genre de décision gouvernementale qui m'a ouvert les yeux. Ça ne peut pas être bienfaisant. C'est nécessairement pas de bonne foi de prendre une décision comme celle-là parce que les proches sont souvent ceux qui apportent non seulement un support psychologique, affectif, mais aussi qui donnent les soins aux personnes parce que le personnel qui est très occupé n'a pas le temps souvent d'être là à chaque instant pour les personnes qui sont malades. J'ai par la suite vu que sur Facebook, il y a une page intitulée « Proches aidants unis pour nos parents ». Et c'est, excusez-moi, c'est sur cette page-là que j'ai vu passer l'information que les proches aidants peuvent accompagner quelqu'un à l'hôpital, par exemple. Et ça m'a fait réaliser que ce genre d'information-là ne circule pas ou très peu dans les médias de masse. Et c'est rendu que c'est les médias indépendants qui nous donnent la meilleure information avec le plus de nuances également. Puis quand je parle de nuances, je vous ai mis, je vais vous donner une liste de sources d'informations que j'ai utilisées pour faire la vidéo avec ma vidéo. Et je vous mets un site qui s'appelle Worldometers qui rapporte les statistiques de cas dans les différents pays du monde. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que, je l'ai déjà dit, les statistiques, on peut leur faire dire n'importe quoi. Alors, quand un média s'empare d'une information ou de statistiques, il peut l'utiliser pour passer son message. C'est la même chose pour un chercheur. Dans ce site-là, vous avez des données qui sont très détaillées. Et entre autres, vous pouvez voir le lien entre le taux de cas par rapport au taux de tests. Alors, dernièrement, on a vu qu'en Autriche, par exemple, il y avait un nombre de cas énorme. Et quand on va voir sur ce site-là, on réalise que c'est aussi le pays où il y a le plus de tests passés. Parlant de cette différence entre les médias de masse et les médias alternatifs, j'ai aussi regardé Théovox avec une entrevue dans laquelle il y avait un avocat qui s'appelle Jean-Yves Côté, qui commentait un verdict arbitral au sujet de l'obligation, pas de l'obligation, c'est vrai que c'est un terme qui a été nuancé par lui, de l'exigence vaccinale pour un employé. Et c'est une décision qui a été prise, juridique, et les médias de masse l'ont rapporté sans nuance en disant les employés, un employeur par exemple qui veut obliger un employé à être vacciné peut le faire. Et cet avocat-là nous explique de long en large qu'est-ce qu'il en est. Alors, je vous le dis tout de suite, il reproche aux médias de masse de n'avoir dit que cette information-là. Tandis qu'avec Théovox, avec lequel il a le temps de rapporter cette information, on découvre que c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qu'il dit, c'est que c'est une situation très spécifique. Dans le cas, par exemple,
dans le cas qui est concerné, c'est une entreprise d'entretien ménager qui a des clients et des employés. Et la question qui était posée au juge, c'est si mon client veut que les employés qui viennent faire le ménage chez eux soient vaccinés, est-ce que je peux obliger mes employés à l'être? Et la décision qui a été prise, c'est oui, tu peux l'obliger, mais tu peux les obliger. Mais ce qui a été dit, c'est par contre, un employé qui n'est pas vacciné, tu peux l'orienter vers d'autres clients. Par ailleurs, cet avocat qui a été au Vox rapportait aussi un autre avis judiciaire qui disait qu'on peut aussi demander à un employé, par exemple, d'être testé plutôt que d'être vacciné. Alors, voyez comment, rendu où on en est, l'information plus juste et complète, on la retrouve dans les médias d'information alternative. Parlant de ça, j'ai vu passer un journal très intéressant qui s'appelle L'Impertinent. Et il y avait un article dans ce journal qui est un journal virtuel, un article intitulé « Journaliste, il est temps de retrouver la raison ». On a une grande réflexion à faire sur le journalisme actuel. Et j'en parlais dans la dernière vidéo, je me rends compte qu'on a une qualité de journalisme dans les médias alternatifs qui est incomparable avec ce qui circule comme nouvelles dans les médias de masse ces temps-ci. J'ai vu passer une demande d'un avocat, justement, qui recherchait des gens qui ont subi des effets secondaires suite à la vaccination. Ça m'a fait réaliser qu'il y avait plusieurs sites ou pages Facebook sur le sujet et j'ai fait la liste qui est non exhaustive de certaines de ces pages-là. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, soit avant de prendre une décision pour vous-même ou encore si quelqu'un vous pose des questions sur la vaccination, bien, c'est des lieux dans lesquels vous pouvez retrouver des effets secondaires de la vaccination. J'ai vu passer une présentation très intéressante de Frontline Doctors au sujet d'une injonction contre Kaiser. Alors, je vous explique un peu. Kaiser, c'est une entreprise qui regroupe du personnel soignant, qui sont ensuite redirigés vers des centres hospitaliers, par exemple. Et il y a eu une décision d'obliger la vaccination pour le personnel soignant. Et là, il y a une injonction contre cette décision-là. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire d'une part que la décision qui était prise, c'est lorsqu'un employé est mis à la porte de l'entreprise, de Kaiser, il a aussi une interdiction pour cet employé-là de trouver un autre emploi partout dans l'État où il est ou dans le pays. Je ne me souviens pas si c'était une décision qui concerne les États ou les pays. Alors, voyez comment c'est assez radical et ça, c'est contesté dans cette injonction-là. Un employé qui perd son emploi devrait avoir le droit de retrouver du travail ailleurs. Mais ce qui est encore plus intéressant, qui est soulevé par cette injonction-là, c'est cette explication. Écoutez, ce qui est dit, c'est que tout ce qui est géré en ce moment, c'est géré par la santé publique et les gouvernements. Et la santé publique, elle est là lorsque le public est en danger. Alors, en ce moment, le discours qui est donné par la santé publique, c'est « Faites-vous vacciner pour protéger le public ». La population. Par ailleurs, ces mêmes personnes vont dire que la vaccination ne vous empêchera pas de transmettre le virus. Et l'injonction dont il est question dans Kaiser, c'est justement de soulever cette incohérence-là. Et ce qui est dit, c'est que la santé publique n'a pas le droit d'obliger une personne à prendre une thérapie, par exemple, à subir une intervention médicale pour son propre bien. Le seul droit qu'elle aurait, la santé publique, c'est d'obliger quelqu'un quand la santé du public est concernée. Alors, voyez où l'on est rendu, c'est d'être capable de comprendre assez bien ce qui se passe, soulever les incohérences et accuser la santé publique dans ce cas-ci
d'exiger quelque chose qui n'est pas de sa responsabilité. Alors, je vous répète, dans le fond, ce qui est découvert, c'est lorsque la santé publique dit « le vaccin ne vous empêchera pas de transmettre la maladie », ça revient à dire que si on vous oblige à prendre le vaccin, ou en tout cas si on parle tellement de cet objectif de vacciner tout le monde, bien c'est pour vous protéger qu'on vous le demande. Et ça, ils n'ont pas le droit de le faire. La santé publique n'a pas le droit de le faire. Voilà, je continue sur les informations intéressantes qui circulent, mais cette fois-ci sur le plan politique. Il y a David Martin, qui est un homme d'affaires américain, qui a fait une présentation assez choc. Ça vous intéresse? Il a présenté les photos des personnes politiques qui travaillent dans l'ombre. Alors, on entend souvent parler de ceux qu'on connaît comme Klaus Schwab, Bill Gates, bon, les premiers ministres, par exemple, Fauci, tous ceux qui sont à l'avant-scène de ce qu'on appelle la pandémie. Et ces gens-là, il y a derrière eux d'autres personnes qui travaillent dans l'ombre. Et il a, quand je dis que c'est une présentation qui est choc, il a décidé de donner cette information, donc de transmettre à la fois les photos, les noms et les fonctions de ces personnes-là. Et on retrouve dans ces personnes des gens qui travaillent au Canada. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez écouter cette présentation. Je continue avec deux présentations, conférences, entrevues qui ont attiré mon attention et qui m'ont touchée. C'est l'une de Julie Ponesse. C'est cette enseignante en éthique qui, vous vous souvenez peut-être, a fait une déclaration à ses étudiants qui était très touchante. Elle a expliqué que ce qui se passe en ce moment, ça va à l'encontre de tout ce qu'elle leur enseigne sur le plan éthique. Et elle se voit obligée de quitter son emploi parce qu'elle n'est pas vaccinée. Puis pourquoi c'est touchant, c'est qu'elle se met à pleurer à la fin. Elle continue à travailler. Elle fait partie de ces personnes qui se dévouent pour aider les autres. Je trouve ça tellement beau de voir que il y a des gens à la fois brillants et humains qui nous accompagnent dans cette transition, on va appeler ça comme ça, entre ce qui n'est plus une démocratie vers quelque chose qui, cette façon de vivre en société, si ça ressemble à ces personnes-là, ça va être beau. Alors bon, cette présentation, elle porte sur l'idée que des gens acceptent volontairement d'être en cage. Et pourquoi ils le font? Pourquoi ces personnes le font? C'est qu'elles ne sont pas conscientes d'être en cage. Alors, elle rapporte certaines recherches dont elle parlait dans ses cours. Entre autres, une recherche dans laquelle on demande aux gens, est-ce que vous seriez, je vous résume ça, est-ce que vous seriez parmi les gens qui se soumettent à l'autorité? Mais on n'y va pas directement comme ça. On va par exemple présenter une photo de la Deuxième Guerre mondiale où une grande foule salue Hitler et il y a un seul homme dans la foule qui se croise les bras en refusant de saluer le chef. Et elle pose la question à ses étudiants ou dans les recherches, on pose la question aux participants, est-ce que vous seriez cet homme-là? Puis la majorité des gens disent oui. Mais dans les faits, quand on les soumet à une expérience réelle, on se rend compte que non, c'est plutôt des gens qui vont se soumettre à l'autorité. Par exemple, on leur demande, est-ce que si vous êtes à l'épicerie et il y a une personne qui passe devant vous, est-ce que vous seriez l'une de celles qui poliment lui dirait, écoute, c'est ma place? Puis la plupart des gens vont dire oui, mais dans les faits, les gens laissent les personnes passer devant eux sans dire quoi que ce soit. Alors, tout ça pour dire que parfois, on pense qu'on prend en main nos droits, mais ce n'est pas le cas et ça explique pourquoi il y a tant de personnes en ce moment qui suivent la masse. Je continue en vous parlant d'une entrevue avec Meredith Miller, qui, elle, est spécialiste du traumatisme et qui répond à la question comment ça se fait qu'on n'arrive pas à informer les gens qui en ce moment croient
que le gouvernement est de bonne foi. Je vous résume ça, puis je le dis dans mes mots. Puis elle explique que ce qui fait que les gens sont sous hypnose, c'est qu'ils ont subi un trauma et que le trauma continue parce que les messages de propagande continuent également. Et elle explique qu'il n'y a aucun fait qu'on peut apporter à ces gens-là qui va changer quoi que ce soit. C'est un peu comme une femme qui est dans un contexte de violence conjugale, très difficile de sortir cette personne-là du contexte en lui expliquant raisonnablement ce qui se passe. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Elle dit que la seule chose qui va extirper une personne de l'abus, c'est un choc très grand ou encore lorsque les mesures deviennent de plus en plus souffrantes, de plus en plus intolérables pour la personne elle-même. C'est elle qui doit faire cette démarche-là. Alors, elle explique aussi que ceux qui sont les instigateurs de ce trauma-là, c'est des gens qui recherchent le contrôle. Et ils vont aller de l'avant. Et ce contrôle va devenir de pire en pire. C'est ce qu'elle explique. Une personne qui aime le contrôle va être poussée à aller toujours plus loin et à en demander de plus en plus et des choses qui sont à la fois absurdes et malsaines. Et ces gens-là ont une crainte énorme que leur médiocrité soit mise au grand jour. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très faibles intérieurement, j'en ai déjà parlé, et leur peur, c'est qu'on le sache. Et lorsque la vérité émerge pour ces gens-là, ils vont prétendre être des victimes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Malgré tout, ce que moi je vais dire, c'est que je crois qu'il faut être patient. Je crois que ceux qui vont souffrir le plus dans cette situation, c'est les gens qui vont se réveiller par après-coup. Nous, on a souffert, si on peut dire, tout le long à voir ce qui se passe, mais on en arrive à un point parfois à être détaché, relativement détaché. C'est dur, c'est vraiment très dur de ne pas éprouver des sentiments de colère, nous aussi. Mais ceux qui vont éprouver la plus grande colère, c'est ceux qui auront embarqué dans le narratif et certains d'entre eux vont être inconsolables. Et pour moi, on doit se préparer à jouer un rôle d'aide pour ces personnes-là. On doit se préparer en restant en santé mentale, physique, en se reliant pour éviter de se sentir fou à côté d'un monde qui est surréaliste et on doit se préparer à pardonner. Et à mon avis, si on a l'occasion de passer ce message-là à eux, c'est de leur dire, écoute, lorsque tu sauras la vérité, probablement que tu vas vivre une grande colère, puis que ça va être très difficile pour toi et que tu seras inconsolable et peut-être que tu vas te sentir coupable. Mais je veux que tu saches que je vais te pardonner et je serai là pour t'accueillir et t'aider. Si vous avez la chance de dire ça, si ça donne, si c'est pertinent, c'est quelque chose qui pourrait les aider à vivre ce moment qui va être très difficile pour eux. Ces temps-ci, j'ai reçu plusieurs chansons qui parle de la situation actuelle. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Il circule de ce temps-ci des chansons. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être qu'on est rendu ailleurs. Peut-être qu'on est en train d'utiliser notre créativité pour nous aider à la fois informer, mais aussi pour que ça nous fasse du bien de pouvoir s'exprimer librement sur ce qui se passe. Je termine là-dessus mes informations, mais d'autres choses à vous dire. Je reviens sur ces deux personnes dont j'ai parlé dernièrement. C'est pas dernièrement, mais là à l'instant, Julie Ponès et Meredith Miller. Réalisez-vous comment l'on a la chance d'être accompagné par des gens brillants et humains, dont vous faites certainement partie. J'espère que vous en prenez conscience pour vous donner de l'espoir, pour sentir que vous êtes du bon côté. C'est pas important de le dire aux autres, mais de se le dire à soi parfois, de vous dire que vous avez raison, de penser comme ça parce que vous avez un cœur, vous êtes altruiste, vous voyez bien que ça n'a pas de sens, puis vous êtes informé. Et vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens qui sont très formés, spécialistes dans leur domaine et qui pensent comme vous. Je suis tombée, pour vraiment terminer sur les infos, c'est parce que j'en revenais juste pas que
d'avoir vu ça. Je suis tombée sur la nouvelle définition d'immunité collective par l'OMS, définition qui a été écrite le 13 novembre. Voulez-vous savoir comment ils définissent ça? C'est un concept utilisé pour la vaccination, l'immunité collective, hein, selon laquelle une population peut être protégée contre un virus lorsque un pourcentage de vaccination est atteinte. Et il rajoute, l'immunité collective est atteinte en protégeant la population contre un virus et non pas en l'exposant à celui-ci. Hey, on est rendu là. Quand j'étais jeune, on pouvait vivre avec les microbes. Nos parents ne nous empêchaient pas de toucher à ce qui était sale, de salir même. Et ils savaient que les microbes font partie de notre immunité. C'est comme ça qu'on se protège, que les virus nous ont aidés à nous développer. Et shame aux médecins qui n'en parlent pas, aux journalistes, au gouvernement qui n'en ont pas parlé, de l'importance pour notre immunité collective d'être en contact à la fois avec le virus qu'avec les gens qui sont porteurs du virus. J'en viens juste pas que c'est pas dit. J'ai le sentiment, dites-moi si vous avez le même sentiment, de vivre dans un monde hypocondriaque, paranoïaque. C'est pas dans ce monde-là que je veux vivre. Et par chance, je crois pas qu'on s'en va vers là. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population dont vous faites partie qui est en train de développer un monde plus cohérent, plus réaliste, plus près de la vérité. Mais l'autre monde d'à côté n'est pas attirant. Et comme le disait Fouché, Louis Fouché, ça ne peut pas durer indéfiniment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour terminer, je me rends compte aussi que dans ce monde-là, les ordres professionnels sont rendus des sous-dictatures qui disent à leurs membres qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs connaissances pour informer les gens. Quand je dis ça, c'est qu'en psychologie, par exemple, on a des connaissances qui vont à l'encontre de ce qui est dit présentement. Et c'est la même chose en médecine, c'est la même chose sur le plan juridique. Les ordres professionnels sont là pour protéger la population, puis en ce moment, ils empêchent les membres de partager leurs connaissances. Mais ce qui est pire encore que je me rends compte, c'est qu'ils ont l'odieux d'exiger de monsieur et madame tout le monde de ne pas partager librement ce qu'ils apprennent par eux-mêmes, en lisant des choses, mais aussi par leur expérience. Je ne peux pas concevoir qu'on empêche des gens de parler de ce qui peut guérir le corps, de parler de ce qui est bon pour leur cerveau, pour leur esprit, pour leur morale, ou de parler de ce qu'ils savent sur un plan juridique parce qu'ils l'ont trouvé dans des documents qui sont officiels ou qu'ils l'ont entendu de spécialistes ou qu'ils l'ont lu dans des recherches. De quel droit les ordres professionnels peuvent empêcher quelqu'un qui ne fait pas partie de cet ordre, qui n'est pas membre? Moi, j'ai envie de dire que vous avez le droit de parler, de partager vos informations et surtout ne vous empêchez pas de le faire. Je ne m'empêche pas de le faire. Vous le savez peut-être parce que ça s'est passé au tout début, quand j'ai commencé à intervenir. L'ordre professionnel dans lequel je faisais partie quand j'étais psychologue m'a envoyé des avertissements. Et ils savent très bien, puis ça s'est réglé très rapidement, ils savent très bien qu'ils n'ont aucun droit sur moi parce que je n'en fais plus partie. Mais j'en ai profité à ce moment-là pour dialoguer avec eux, pour mettre les choses au clair et leur dire la population en ce moment a des besoins. Et il y a une partie de la population qui n'arrive plus à vivre avec ces mesures dites sanitaires et vous êtes là pour les protéger et en prendre soin. Êtes-vous là? Je n'ai pas eu de réponse à ça en passant. Je termine là-dessus en vous disant merci
Merci d'exister, merci de parler, merci de prendre en main vos droits, de partager de l'information. J'espère que vous êtes bien entourés. J'espère que vous prenez conscience que les gens qui s'expriment en ce moment, qui sont des spécialistes, ce sont de bonnes personnes. Des gens qui ont à la fois des connaissances, une intelligence et de l'humanité. J'espère que vous avez le temps d'aller dans la nature. Je reviens constamment parce que pour moi, il n'y a pas de lieu aussi sain pour nous, sain S-A-I-N, que la nature. Je réalise en étant dans la nature que c'est tellement simple la vie et on se l'est compliqué beaucoup. Alors je vous souhaite de prendre contact avec cette simplicité. Je regardais les arbres et je me disais, ils sont des modèles pour nous, ce sont des êtres vivants. Réalisez-vous comment, quand on est dans la nature, on est entouré d'êtres vivants comme nous, desquels on est connecté. Et les arbres ont leurs racines en terre, dans la terre, et leurs branches qui montent vers le ciel. Et on devrait s'inspirer d'eux, en étant connectés à la terre, à la réalité, mais connectés aussi à notre cœur, à notre âme, à notre esprit. Et c'est là-dessus que je vous dis à bientôt.